Donc j'ai choisi de vous parler de cette jeune entreprise sociale et solidaire dont le nom chinois est Tierhuatsun. Alors c'est un sujet qui m'intéresse de par son lien avec la population aborigène de Taïwan, mais ça a aussi un lien avec le thème d'aujourd'hui, puisque ce sujet permet de traiter le concept d'innovation à 3 niveaux. D'un point de vue socio-économique, l'entreprise dont je vais vous parler est un cas d'innovation sociale, on va voir ce que ça veut dire. D'un point de vue anthropologique et sociologique, l'entreprise permet aussi d'étudier la question du renouveau identitaire et culturel chez les aborigènes de Taïwan. Et d'un point de vue artistique, Tierhuatsun est une entreprise qui, comme on va le voir, promouvoit la création artistique. Donc innovation, renouveau et création. Je propose ici de partir d'un cas particulier qui est donc Tierhuatsun pour comprendre ce qu'est l'innovation sociale et pour identifier les spécificités de l'économie sociale et solidaire à Taïwan et plus précisément dans le district de Taidong dans un contexte de forte population aborigène. Alors, je vous projette mon plan rapidement, donc en 3 parties. Je vais commencer par définir les concepts, les idées, puisque moi-même j'ai dû commencer par là. Je ne suis pas spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Donc il est important de bien comprendre ces concepts généraux, puis ensuite l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire à Taïwan. Après, en deuxième partie, on commencera vraiment à parler spécifiquement de Tierhuatsun, cette jeune entreprise, en présentant ses activités, son historique, et on verra que c'est une entreprise qu'on peut considérer comme pionnière de l'entrepreneuriat social. Et en troisième partie, la question du renouveau identitaire aborigène et du lien avec cette entreprise. Je commencerai par faire un rappel de l'historique et un état des lieux de la situation des aborigènes à Taïwan. Et je présenterai enfin le rôle de Tierhuatsun dans le renouveau identitaire aborigène. Donc je commence par la première partie, les concepts et leur définition. Donc il ne faut pas confondre, il y a plusieurs concepts qui reviennent, dont on parle régulièrement, qu'on connaît vaguement. Le premier, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Donc RSE, je suis désolée, je fais plus court, parfois je vais faire des raccourcis. RSE. Alors, le concept moderne de responsabilité sociale des entreprises revient à Howard Bowen, qui était un économiste américain qui travaillait sur l'économie de l'éducation. Il a publié en 1953 un ouvrage, Social Responsibilities of the Businessman. Et dans l'introduction, il définit ainsi la RSE. Un peu de texte, là encore, je vais m'excuser. La responsabilité sociale de l'entreprise renvoie à l'obligation pour les hommes d'affaires de réaliser les politiques, de prendre les décisions et de suivre les lignes de conduite répondant aux objectifs et aux valeurs qui sont considérées comme désirables dans notre société. Donc pour lui, on voit que la responsabilité sociale est une obligation des entreprises. Alors, ce concept n'a pas cessé d'évoluer. Avant d'avancer dans le temps, oui, je précise que cette idée de responsabilité sociale des hommes d'affaires prend ses fondements dans la religion protestante. On le voit dans l'ouvrage de Bowen, mais Bowen a le mérite de faire entrer quand même cette question dans la sphère académique. Voilà. Donc ensuite, le concept a continué à évoluer jusqu'à aujourd'hui. Et je vous propose maintenant qu'on regarde ensemble la définition que donne l'Union européenne de cette RSE.
puisqu'elle elle a élaboré un livre vert de la responsabilité sociale des entreprises, publié en 2001. Encore un petit peu de texte, mais finalement ça revient un petit peu, on va voir un petit peu au même que ce qu'on a vu juste avant. L'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, l'environnement et les relations avec les parties prenantes. Donc le changement par rapport à la définition de Bowen, c'est une question maintenant de volontariat. Cette responsabilité concerne toutes les entreprises, mais sa mise en pratique se fait quand même de manière volontaire. Bon. Donc les préoccupations sont sociales, sont écologiques aussi, maintenant c'est précisé aujourd'hui. Et puis l'intégration dans un système juridique. Et enfin, quelque chose d'important, c'est la relation avec les parties prenantes. Alors les parties prenantes, ce ne sont pas uniquement les travailleurs au sein de l'entreprise, ce sont les pouvoirs publics, les actionnaires, les syndicats, les ONG, les fournisseurs, les collaborateurs et même les clients bien sûr, et même les riverains, donc c'est tout l'écosystème. Et une autre, donc ça c'était au niveau européen, puisque c'était l'Union européenne. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais j'ai peur de manquer de temps, donc j'avance. Au niveau international, on a l'International Organization for Standardization, l'ISO, que tout le monde connaît, qui a élaboré aussi la norme ISO 26000 concernant les lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, donc qui date de 2010. Et là, on retrouve finalement les mêmes idées, un petit peu plus développées. Alors, c'est un extrait. Donc, la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société, sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent, avec les notions de développement durable, encore des parties prenantes, toujours le respect des lois en vigueur, l'environnement juridique. Et donc tout ce comportement éthique et transparent doit être intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations. Donc plus loin, on nous explique que la norme a été publiée en 2010 au terme de 5 années de négociations entre un très grand nombre de parties prenantes dans le monde entier, avec des représentants des gouvernements, des ONG, de l'industrie, des groupes de consommateurs et du monde du travail, et que donc il s'agit d'un consensus international, donc on peut se baser sur cette définition et considérer qu'elle est acceptée au niveau international. Alors la RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, c'est donc l'un de ces concepts qu'on peut croiser. On voit que là c'est volontaire, mais finalement c'est quelque chose en plus de l'activité normale d'une entreprise. Et donc on va un petit peu plus loin avec le concept d'économie sociale et solidaire, là encore que je vais raccourcir parfois en ESS. Alors l'ESS, l'économie sociale et solidaire, en fait c'est un mouvement qui est à la croisée de 3 concepts: l'économie sociale, l'entrepreneuriat social qui est facteur d'innovation sociale, et l'économie solidaire. Alors rapidement, je suis aussi obligée de définir un petit peu ce que sont ces 3 concepts, en commençant par l'économie sociale. C'est un concept qui n'est pas récent puisqu'il remonte au XIXe siècle et à la révolution industrielle, avec la création de sociétés d'entraide mutuelle. C'est un aspect important de l'économie sociale. Donc pour donner des exemples concrets, ce sont les mutuelles, les coopératives, les associations et les fondations. Et l'autre point important, c'est la gouvernance du côté démocratique de son mode de gouvernance. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas uniquement aux mains des actionnaires et ce n'est pas celui qui possède le plus d'actions qui a le plus de poids dans les décisions. Le pouvoir est détenu à parts égales par les actionnaires. Alors, autre concept, c'est l'économie solidaire qui est beaucoup plus récent puisqu'elle a été développée dans les années 1980-90
Et contrairement à l'économie sociale, l'objectif n'est pas finalement d'entraide mutuelle au sein des membres de ces organismes, mais c'est de servir l'intérêt général de la société. Donc c'est plus global. Et le troisième point qui nous intéresse, c'est l'entrepreneuriat social, qui est donc porteur d'innovation sociale. Les deux concepts marchent ensemble. Et il est issu des discussions de la Harvard Business School aux États-Unis. Tout a commencé en 1993. Alors c'est une définition pas forcément très complète. On va voir que l'entrepreneuriat social se cherche toujours une définition, hein, mais bon, là on a déjà un bon début. L'ensemble des initiatives privées au service de l'intérêt général qui visent à fournir des solutions novatrices à des enjeux et à des problèmes sociaux. Et on peut ajouter que la finalité sociale est supérieure ou égale à la finalité économique. Donc il y a bien une finalité économique, mais la finalité sociale doit être au moins égale, sinon supérieure à la finalité économique. Alors l'un des exemples connus et un exemple qui a donné vraiment de l'impulsion à cette idée d'entrepreneuriat social, c'est l'exemple de Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank au Bangladesh, et qui a reçu en 2006 le prix Nobel de la paix pour son action en faveur de ce qu'on appelle le microcrédit, donc des crédits à faible taux destinés aux personnes ou aux entreprises qui sont exclus du système bancaire, et grâce à ces prêts, des projets de développement peuvent être menés. Donc ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui regroupe ces trois idées, hein, l'économie sociale, l'économie solidaire et l'entrepreneuriat social. Pour voir à quel point c'est récent et c'est toujours finalement en évolution. En France, c'est la loi du 31 juillet 2014, donc c'est la loi dite loi Hamon, qui donne une définition officielle de l'économie sociale et solidaire, en précisant les divers acteurs du secteur, ainsi que les principes fondateurs. Donc je ne vous donne pas tout ça parce que c'est un petit peu long, mais ça reprend tout ce qu'on vient de voir. Voilà pour l'explication des concepts, et je passe à mon point suivant. Voyons rapidement où en est l'économie sociale et solidaire à Taïwan. Et je vous propose de commencer par un petit peu de vocabulaire en chinois. Donc, Gongyi Chuangye, c'est l'entreprise pour désigner une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une entreprise sociale et solidaire. Et on remarque qu'on n'a pas entreprise sociale ou entreprise solidaire. Ça englobe le tout. Ensuite, on a Gongyi Chuangye Jingshen, l'entrepreneuriat social. On remarque le mot Jingshen, c'est vraiment un esprit, un mode de pensée. Et Shehe Chuangxin, l'innovation sociale. Donc à Taïwan, finalement, comme dans le monde entier, l'intérêt pour l'économie sociale et solidaire est croissant, et il est récent aussi. Juste deux exemples très concrets et très précis qui peuvent prouver, mettre en valeur cet intérêt croissant pour l'économie sociale et solidaire à Taïwan. C'est par exemple la création d'une base de données en mandarin dédiée à l'économie sociale et solidaire, donc Shechileo, qui a été créée en 2012. Et puis Surge, qui est une plateforme de recherche collaborative créée par l'Université de Toronto, mais dédiée à l'étude de cas, à l'échange autour de l'économie sociale et solidaire à Taïwan. Donc ça intéresse à la fois les Taïwanais et finalement les chercheurs dans le monde. À Taïwan, comme en France, le gouvernement promouvoit depuis peu les différentes formes d'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, on a aussi la date de 2014. J'ai parlé de la loi Hamon en 2014. À Taïwan aussi, en 2014, est lancé
par le Yuan exécutif le plan d'action pour l'économie sociale et solidaire, 社会企业行动方案. Et donc ce plan, la création, la mise en place de ce plan permet de reconnaître, de donner de la valeur à l'existence et à la spécificité de ce modèle d'économie. Et en plus, ce plan d'action favorise, propose des mesures pour favoriser le développement de l'ESS à travers la création d'incubateurs d'entreprises spécialement dédiés à ce domaine, des dispositifs de financement en particulier, la création de réseaux d'entreprises toujours de l'ESS à Taïwan et avec d'autres pays, et également la création d'un environnement légal favorable à ce type d'entreprise. On note aussi deux caractéristiques de l'économie sociale et solidaire à Taïwan. C'est que le rôle à Taïwan des politiques publiques est essentiel pour le développement des entreprises de l'ESS. C'est aussi le cas en Chine continentale, en Corée du Sud et au Japon. Et puis deuxième caractéristique de l'ESS à Taïwan, c'est que cela concerne principalement les questions liées à l'emploi, à l'aide aux personnes en situation de handicap et aux communautés aborigènes. Donc on retrouve ces deux caractéristiques dans le cas de l'entreprise Thieroatsun que je vais maintenant vous présenter. Le rôle des politiques publiques d'une part et d'autre part les communautés aborigènes en tant que bénéficiaires de ce type d'entreprise. Je passe donc à ma deuxième partie. Et je vous parle d'abord des activités de Thieroatsun. Alors comme on peut le voir, Thieroatsun signifie le village des fleurs de fer, si on traduit littéralement. De son nom anglais, c'est Thieroa Music Village, c'est le nom officiel qu'ils se sont choisis. Et c'est une entreprise qui a été créée en juillet 2010 et basée dans le centre de la ville de Taidong, dans un parc public et à l'emplacement d'une ancienne gare ferroviaire, ce qui explique le nom de Thieroatsun. Donc comme son nom anglais, Taidong, voilà. Donc on voit les anciennes rails, les anciens rails. Et comme son nom en anglais l'indique, Thieroa Music Village, l'activité première de cette entreprise, c'est l'organisation de concerts, de rencontres musicales. Mais elle a aussi un marché d'artisanat local qui est organisé toutes les semaines, 2 jours par semaine, 2 soirs par semaine. En parallèle, elle tient un petit bar et organise ponctuellement d'autres activités culturelles comme des ateliers d'artisanat, des conférences, etc. Un petit peu d'historique maintenant. Donc je vous l'ai déjà dit, cette entreprise a été créée en 2010 et est le fruit d'un partenariat entre le public, les autorités publiques locales de Taidong d'une part, et une fondation privée qui est Lovely Taiwan, donc Taiwan Hao Jijinhui. Et Thieroatsun est une filiale de cette fondation. Je vais trop vite. Alors l'objectif de cette fondation, d'abord je parle de Taiwan Hao, Lovely Taiwan. Son objectif est de promouvoir, je cite ce qu'on peut lire sur son site internet, donc promouvoir la culture de l'arrière-pays taïwanais, ça c'est moi qui le traduis comme ça, Xiangzheng Wenhua, à travers des projets qui sont inscrits dans une démarche de développement durable, avec du commerce équitable, Gongping Jiaoyi, du tourisme raisonné, très différent de ce qu'on pouvait trouver jusqu'ici à Taïwan, et de promotion des cultures locales, régionales, à l'intérieur de Taïwan. Alors, en parallèle des projets que cette fondation soutient, elle possède aussi une boutique célèbre à Taipei, dans laquelle elle met à la vente des produits d'artisanat, voilà, des différentes régions de Taïwan, sur le principe du commerce équitable, des produits agricoles aussi, et en particulier des produits faits par des artisans aborigènes.
Donc le deuxième partenaire, hein, je vous dis ça c'est un partenaire, le côté privé, cette fondation. Et donc le partenaire public, ce sont les autorités locales de Taidong. Donc d'abord, voilà, on peut voir sur la carte de Taïwan où se situe Taidong, hein, au sud-est de Taïwan. Donc ces autorités locales ont depuis quelques années lancé une politique de promotion touristique de la région, parce qu'il faut rappeler que ce district, qui est donc dans le sud-est de Taïwan, est relativement isolé par rapport aux autres régions. C'est relativement plus compliqué de se rendre à Taidong, en tout cas plus long. Hein, et donc, bon, c'était un problème jusque-là, et les autorités locales ont décidé de développer le tourisme. Donc c'est dans ce contexte de volonté politique que l'Office du tourisme de Taidong a fait appel à la fondation Lovely Taiwan pour développer son plan touristique de la côte Est. Donc Tuguoji Guangdi Jihua. Et donc Tiruatsun est né de la coopération entre le gouvernement local et cette fondation privée. D'ailleurs, on retrouve finalement la mention de cette collaboration dans la signature de Tiruatsun, dans le design de la signature, et puis on rejoint le sujet précédemment avec le graphisme, les jeux de graphisme. Donc on voit Lovely Taiwan et Taiwan Hao Jijinghui fois X Taidong. Donc les deux partenaires apparaissent sur cette signature. Alors le troisième point de ma deuxième partie, c'est Tiruatsun maintenant en tant que pionnier de l'entrepreneuriat social. Alors l'un des pionniers, hein, ce n'est pas forcément le tout premier. Donc effectivement, Tiruatsun c'est une entreprise, un organisme social et solidaire, puisqu'il a pour vocation de servir l'intérêt général, hein, pas uniquement les membres de cette société. Et elle réalise cela à travers l'aide aux artisans locaux, aux artistes, aux chanteurs et aux musiciens locaux en particulier. En cela, il favorise la cohésion sociale et participe au développement économique, touristique et social de la région. Et les activités qu'elle organise sont réalisées dans le respect des principes de commerce équitable et de respect de l'environnement. Donc Tiruatsun, on peut dire que c'est bien une entreprise sociale et solidaire. Maintenant, Tiruatsun en tant que modèle d'entrepreneuriat social, c'est en tout cas ce que c'est revendiqué par le président de Tiruatsun. Donc de par le partenariat public-privé duquel elle est née, l'entreprise répond à une particularité de l'entrepreneuriat social, justement, et de l'innovation sociale. Je ne l'ai pas dit dans les définitions et dans les concepts précédemment, hein, mais c'est voilà, le partenariat des formes novatrices, hein, d'entreprise, c'est l'une des particularités de l'entrepreneuriat social et de l'innovation sociale. Donc ce type de structure peut être considéré comme novateur, hein, puisqu'il diffère des structures traditionnelles, que ce soit des entreprises privées ou des associations. Ensuite, l'un des principes de l'entrepreneuriat social, c'est que la finalité sociale est supérieure ou égale à la finalité économique. Alors, je n'ai pas eu accès aux résultats financiers de l'entreprise, mais d'une part sur le site de Lovely Taiwan, donc la société mère, la fondation mère de Tiruatsun, on peut lire que tous les surplus de Tiruatsun sont utilisés pour la création musicale, l'enseignement musical et la recherche de nouveaux talents issus de l'Est de Taïwan. Alors évidemment, on peut interpréter comme on veut cette phrase, hein, mais il est indéniable que le support de la fondation Lovely Taiwan et des autorités locales est garant de la qualité d'entreprise sociale et solidaire de Tiruatsun. De plus, dans une interview accordée par le président de Tiruatsun, Wang Zhibo, celui-ci insiste sur le fait que l'entreprise n'engrange pas de bénéfices et qu'elle dépend vraiment du financement de sa société mère, la fondation Lovely Taiwan, puisque les gains sont très faibles finalement de l'activité. Donc c'est finalement beaucoup d'investissements et assez peu de retours. Alors Tiruatsun est né en 2010, un dernier point, soit 4 ans avant donc ce fameux plan d'action nationale pour l'économie sociale et solidaire,
lancé par le yuan exécutif. De ce point de vue aussi, donc, on peut dire que Thierry Watson fait figure de pionnier en matière d'économie sociale et solidaire à Taïwan. Ils n'ont pas attendu le lancement de ce plan national. Et nous allons maintenant voir que Thierry Watson va au-delà de l'entrepreneuriat social et de l'intérêt général, puisqu'il joue un rôle dans la reconquête de leur identité ethnique et culturelle par les peuples aborigènes de Taïwan. Donc on passe à la troisième partie. Et je commence par un rappel historique et un état des lieux de la situation aborigène à Taïwan. Donc la population aborigène a peuplé Taïwan au cours de plusieurs vagues de migration issues du continent asiatique, et cela plusieurs milliers d'années avant l'arrivée des migrants Han au XVIIe siècle. Une grande partie de cette population a été assimilée au cours du temps aux Han, en partie du fait des politiques d'assimilation des gouvernements successifs. Et donc de fait, les aborigènes ont perdu souvent leurs droits, leurs terres, leurs noms, leurs coutumes, et donc leur mémoire et leur identité. Et cela a bien entendu engendré de graves problèmes sociaux, dont les principaux sont le chômage, l'alcoolisme, la prostitution ou la délinquance. Alors la fin du XXe siècle, avec la démocratisation de Taïwan, a été marquée par la reconquête des droits aborigènes. Et aujourd'hui, le gouvernement reconnaît officiellement 16 ethnies. C'est en cours de, on va dire, en cours de reconnaissance, puisque régulièrement de nouvelles ethnies sont reconnues. Alors, si les aborigènes ont pu reconquérir leurs droits fondamentaux, les mouvements de lutte pour la défense de ces droits continuent, et accompagnés en plus d'un phénomène de reconstruction identitaire. En fait, pendant longtemps, les aborigènes ont eu honte de leurs origines, et aujourd'hui, ils s'affirment de plus en plus. Et ça s'accompagne nécessairement d'une recherche et parfois d'une réinvention des traditions perdues. Et c'est là qu'on va voir le rôle de Thierry Watson dans le renouveau identitaire aborigène. Dans ce contexte, Thierry Watson joue un rôle important. Je vous rappelle donc que le district de Taitung, il est au sud-est de Taïwan, et il faut savoir que la côte est de l'île abrite une grande partie de la population aborigène taïwanaise. La population de la ville de Taitung elle-même est composée de 30% d'aborigènes, ce qui est beaucoup plus si on compare avec la population totale de Taïwan. On a environ 2% d'aborigènes dans la population totale de Taïwan. Et à Taitung, on a 30% d'aborigènes. Donc une forte présence aborigène dans cette ville. Alors, le président de l'entreprise Thierry Watson lui-même est aborigène, de l'ethnie Puyuma, Peilanzu en chinois, et il est engagé de longue date dans les actions locales en faveur des populations aborigènes, et lui-même est chanteur à ses heures, ce qui explique l'orientation de son entreprise. C'est même plus que l'orientation de l'entreprise, on pourrait dire que c'est l'ADN de Thierry Watson, vraiment la volonté de favoriser les talents aborigènes et l'artisanat aborigène, mais avant tout les talents, donner une chance aux artistes. Même si l'entreprise se veut un lieu de rencontre entre différentes cultures et positionne son activité sous la bannière locale plutôt qu'aborigène, le fait est que la majorité des artistes qui se produisent, qu'ils soient professionnels ou pas, sont d'origine aborigène. Et cela contribue à rendre aux aborigènes leur fierté et leur estime de soi, sentiment qui a longtemps fait défaut à cette population. Cela leur permet également de se reconstruire une identité à travers notamment les chansons qui sont parfois interprétées en langue aborigène, qui évoquent souvent des thèmes qui sont chers aux aborigènes, donc l'évocation des ancêtres, de la nature, du village, etc. Et c'est aussi l'occasion pour de nombreux interprètes d'arborer leurs vêtements traditionnels ou des éléments modernisés
de parures traditionnelles ou d'inspiration ethnique, etc. Bref, ils se revendiquent par là aussi leur particularité. Tiroatsun va même plus loin en servant parfois de plateforme pour les revendications politiques en faveur des droits et de la reconnaissance identitaire aborigène. Je ne citerai qu'un exemple, puisque j'étais à ce moment-là. En juillet 2016, il y a eu un rassemblement à la veille de la déclaration de la présidente nouvellement élue, Tsai Ing-wen, qui devait donc officiellement pour la première fois exprimer, plus que les regrets, le pardon officiel de l'État taïwanais pour toutes les souffrances et injustices causées aux aborigènes au cours des siècles. Donc ce discours, qui était inédit, était très très attendu par tous les aborigènes de l'île, mais c'était aussi l'objet de crainte. Les aborigènes avaient peur d'être déçus par le contenu de cette déclaration, et donc ils se sont réunis, ils se sont mobilisés dans tout le pays, et à Taidong en particulier, ils se sont réunis par centaines, plusieurs jours avant la date prévue de ce discours. Ils ont campé dans le parc dans lequel est situé Tiroatsun, et des concerts, des conférences et d'autres activités ont été organisées voilà, pour sensibiliser tout le monde à cette question. Et ça a été l'occasion pour de nombreux aborigènes, y compris les jeunes, encore une fois, de revêtir les vêtements traditionnels, ou une partie des vêtements traditionnels, qui ne portent évidemment plus aujourd'hui, sauf pour des occasions spéciales. Et donc c'est un signe très clair du changement opéré dans les mentalités des aborigènes taïwanais, qui revendiquent maintenant fièrement leur identité ethnique et culturelle, et qui comptent bien continuer à lutter pour que cette identité soit également connue reconnue au niveau national. J'arrive au bout de ma présentation. Les nouvelles formes innovantes d'économie sociale et solidaire ne concernent donc pas que l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est une tendance mondiale depuis plusieurs années. Et l'Asie extrême-orientale s'y intéresse aussi de plus en plus. Et à Taïwan, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire bénéficient souvent aux populations défavorisées comme les aborigènes, et c'est le cas, on l'a vu avec Tiroatsun. Cette entreprise présente un intérêt particulier, car finalement, c'est l'alliance de l'innovation et d'un retour aux traditions. C'est l'innovation qui est au service d'un retour aux traditions, aux identités qui avaient été aliénées au cours de l'histoire. Donc elle œuvre non seulement pour la cohésion sociale et territoriale, mais également pour la reconstruction des identités aborigènes. Alors pour aller plus loin, il serait particulièrement intéressant de faire une comparaison avec ce qui peut se passer dans d'autres sociétés où une population indigène a connu une histoire plus ou moins similaire. Donc je pense par exemple aux Amérindiens en Amérique du Nord ou les populations polynésiennes, puisque ce sont d'ailleurs deux populations qui partagent des liens génétiques et culturels avec les aborigènes de Taïwan. Donc je pense que les entreprises de l'économie sociale et solidaire impliquant ces peuples autochtones gagneraient à développer leurs échanges et à apprendre de leurs expériences mutuelles, puisque dans un contexte de mondialisation telle qu'on la connaît, qui touche la planète entière, l'avenir finalement de ces peuples autochtones, c'est très certainement de s'ouvrir et de partager.